L'histoire peut-être la plus mal comprise de la guerre aérienne, c'est celle du B-29. Ce que vous voyez ici, c'est la soi-disant superforteresse. Et sans exagération, c'est littéralement le bombardier le plus meurtrier de l'histoire humaine. Son histoire est suivie par des événements vraiment sombres. Pas seulement les bombes atomiques. Celles-là sont venues à la fin. Il y a des choses encore pires que ça, dont on ne parle pas autant, pour une raison étrange. On va tout vous raconter aujourd'hui, en commençant par le bombardier lui-même, puis en devenant progressivement de plus en plus dérangeant. Juste un petit avertissement avant de poursuivre. Commençons par le début pour que tout ait du sens. En 1942 et 1943, la guerre à travers le Pacifique semblait simple sur une carte, mais pas tant dans la réalité. Les îles principales japonaises que les Alliés voulaient maintenant bombarder se trouvaient bien au-delà de la portée de routine des bombardiers lourds américains. Et le Pacifique n'était pas l'Europe. Les distances étaient vastes. La météo était imprévisible pendant la majeure partie de l'année, et les bases étaient de petits points de corail qui ne pouvaient pas encore soutenir l'ampleur des opérations que les planificateurs voulaient. Les B-17 et B-24 avaient fait un travail impressionnant, mais leur portée avec une charge de bombes sérieuse les laissait en deçà des îles principales. Leurs équipages, même sur des missions plus courtes, pouvaient à peine combattre la fatigue et le froid en haute altitude, sans pressurisation. L'armée de l'air commença déjà à demander quelque chose de mieux. En 1940, un bombardier à très long rayon d'action qui pourrait voler plus haut, transporter plus, et essayer de garder ses hommes en vie à l'aller et au retour. Il voulait quelque chose qui pourrait atteindre n'importe quelle ville que l'ennemi possédait et il l'obtiendrait. Mais personne ne pouvait même imaginer à quel point ça allait devenir sombre. La réponse de Boeing fut le B-29 Superfortress, un bond en avant plutôt qu'un pas. Mais ce fut loin d'être un voyage facile. L'avion transportait son équipage à l'intérieur de 2 compartiments pressurisés, un dans le nez et un dans la queue avec un petit tunnel de rampement pressurisé au-dessus des doubles soutes à bombes pour que les gens puissent se déplacer entre eux pendant le vol. La pressurisation signifie simplement que l'avion pompe l'air dans un espace scellé pour que l'équipage puisse respirer et rester au chaud en haute altitude sans porter de masque à oxygène tout le temps. Pour la défense, le B-29 utilisait des tourelles motorisées télécommandées, chacune reliée à un viseur de tir informatisé. Quand un mitrailleur suivait une cible, le viseur résolvait les calculs de vitesse, d'angle et de distance avec un ordinateur analogique, puis déplaçait les armes là où les balles devaient aller. 4 moteurs Wright Air 3350 Duplex Cyclone, chacun produisant environ 2200 chevaux, poussaient le bombardier à des altitudes au-dessus de 8500 mètres où l'air plus mince donnait une certaine sécurité contre les chasseurs et la DCA. Il transportait des milliers de litres de carburant à l'intérieur de ses ailes et sections centrales. Et il avait 2 très grandes soutes à bombes qui seraient bientôt chargées de bombes à usage général, de mines, ou plus tard quelque chose de bien plus dérangeant. Et non, ce n'étaient pas les bombes atomiques. Les charges de bombes maximales pouvaient atteindre 9000 kg sur de courtes distances. Mais en pratique, si vous vouliez frapper des cibles distantes, vous échangiez des bombes contre du carburant, ce qui signifiait que beaucoup de missions à long rayon d'action étaient lancées avec des charges modestes. En termes simples, si vous avez besoin de plus de carburant, vous pouvez transporter moins de bombes, et plus d'un équipage de bombardiers se tromperait bientôt dans ses calculs, comme vous êtes sur le point de voir. Les équipages apprirent rapidement que la planification du carburant était tout, et que même un petit changement dans les vents contraires pouvait transformer une marge de sécurité en un retour risqué. Certaines missions ultérieures supprimeraient la plupart des tourelles pour économiser du poids et étendre la portée, ce qui ne semblait pas réconfortant pour les hommes là-haut. Cependant, les choix concernant la protection façonneront ce qui vient ensuite. Le premier choc qui força un vrai changement arriva quand le deuxième prototype eut un feu de moteur pendant un vol d'essai, perdit le contrôle et s'écrasa, tuant le pilote d'essai Eddie Allen, son équipage et des gens au sol dans l'usine qu'il percuta. L'enquête conduisit à des changements de conception et de procédure, et cela durcit aussi une culture de liste de vérification qui sauverait des vies plus tard. Vous savez, au moins certaines d'entre elles. La superforteresse était en proie à des incendies de moteurs, des fuites d'huile et des fuites de carburant. Donc les équipages apprenaient en cours de route, développant des procédures pour se sauver quand cela arrivait. Les accidents d'entraînement, les incendies de roulage et les atterrissages d'urgence s'accumulèrent, alors que les premiers groupes travaillaient l'avion en quelque chose avec lequel vous pouviez combattre.
Tout cela était un début sombre, et ils n'étaient même pas encore allés au combat. Quand le B-29 Super Fortress entra pour la première fois en combat contre les îles principales japonaises, l'idée semblait assez simple. Le nouveau bombardier volerait plus haut et plus loin que tout ce qui l'avait précédé, naviguant au-dessus de la plupart des défenses et frapperait avec précision sur des cibles industrielles qui alimentèrent la machine de guerre japonaise. Du moins, c'était la théorie. En pratique, les choses se désintégrèrent presque immédiatement. Les premières opérations en 1944, effectuées depuis l'Inde et organisées via des bases avancées en Chine, montrèrent qu'atteindre le Japon était possible, mais seulement avec un effort énorme. Chaque litre de carburant et chaque bombe devaient être acheminés à travers l'Himalaya, dans des avions de transport ou même dans des B-29 allégés, transportant du carburant au lieu de bombes. Les équipages appelèrent cette course d'approvisionnement la bosse, et il devint rapidement clair que l'opération se dévorait elle-même. Les bombardiers brûlaient une grande partie du carburant qu'ils transportaient juste pour traverser les montagnes. Donc, au moment où ils arrivaient en Chine, les stocks étaient à peine suffisants pour monter un raid. Pourtant, les Américains poursuivirent, et le 15 juin 1944, les B-29 effectuèrent la première frappe contre les îles principales japonaises depuis le raid Doolittle de 1942. Leur cible était l'Imperial Iron and Steel Works à Yawata. Cela prouva le point. Le Japon lui-même était maintenant à portée. Pourtant, les dégâts furent modestes. Rien comparé à l'effort requis pour mettre ces bombardiers dans les airs. Les raids japonais sur les bases avancées en Chine empirèrent les choses, brûlant les provisions et criblant les aérodromes de cratères. Toute la campagne semblait insoutenable et les commandants se demandaient pourquoi un avion si puissant produisait des résultats si décevants. La réponse arriva en novembre 1944 quand un B-29 de reconnaissance vola une mission photo au-dessus de Tokyo. L'aéronef transportait des caméras au lieu de bombes et revint avec des milliers d'images, mais il révéla aussi quelque chose de bien plus important. À l'altitude de bombardement, l'équipage avait rencontré des vents plus forts que tout ce qu'ils avaient jamais vu, souvent bien au-dessus de 320 km/h. Sans le réaliser, ils étaient tombés sur le courant jet. Pour un bombardier de haute altitude, c'était dévastateur parce que les courses de bombardement devenaient impossibles à chronométrer correctement. Les bombes étaient soufflées loin de leur point de visée et les calculs de carburant étaient complètement déséquilibrés. Les équipages rentraient chez eux après une mission seulement pour découvrir qu'ils n'avaient plus les réserves de carburant qu'ils avaient prévues. Certains ne revinrent jamais du tout, forcés d'amérir dans la mer quand les vents contraires avaient simplement vidé leurs réservoirs. Les problèmes de moteur ajoutèrent une autre couche de danger. Les moteurs Wright Air 3350 étaient avancés pour leur époque, mais capricieux avec une tendance à surchauffer, et les moteurs prenaient parfois feu sans beaucoup d'avertissement. Sur les longs et lourds décollages depuis les bases tropicales, ces incendies pouvaient être catastrophiques. Les équipages craignaient leurs propres moteurs plus que les chasseurs japonais, parce qu'une fois qu'un B-29 prenait feu, il y avait peu qu'ils puissent tenter d'en faire pour le sauver quand ils étaient si loin de leur base. La marée commença à tourner avec la capture des Mariannes à la mi-1944. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici sur la carte, les îles de Saipan, Tinian et Guam étaient fermement entre les mains américaines et des aérodromes furent construits là-bas à une échelle que le monde n'avait jamais vue. Northfield à Tinian seul avait 4 pistes massives et devint la plus grande base de bombardiers de la guerre. Depuis les Mariannes, chaque grande ville japonaise était finalement à portée. La chaîne d'approvisionnement désespérée par-dessus l'Himalaya n'était plus nécessaire, et la superforteresse pouvait maintenant attaquer aussi souvent que la météo et la maintenance le permettaient. Mais le problème du vent ne disparut pas et les mauvais résultats du bombardement de précision à haute altitude non plus. En janvier 1945, le commandement de la campagne passa au général Curtis LeMay et il abandonna rapidement la doctrine originale. Au lieu de formations serrées à 9000 mètres, il ordonna des attaques nocturnes à basse altitude effectuées par des bombardiers individuels. Les armes défensives furent démontées pour économiser du poids, ne laissant que le canon de queue. La capacité supplémentaire fut remplie de carburant et de bombes incendiaires. Si les vents dispersèrent le bombardement de haute altitude, alors la solution était simple. Passer sous les vents, transporter plus de bombes et mettre des villes entières en feu. Vous avez bien entendu. La plus tristement célèbre était la M69, un petit cylindre rempli de gel de napalm.
Des dizaines d'entre elles étaient emballées dans une grappe et larguées ensemble, se dispersant en plein vol et fracassant les toits fragiles des maisons japonaises avant d'éclater en flammes. D'autres incendiaires plus grandes ajoutaient de la chaleur et maintenaient les incendies vivants une fois qu'ils avaient recommencé. Les maisons japonaises, construites littéralement de bois et de papier, entassées dans des quartiers denses, transformèrent les bombardements en destruction jamais vue avant ou depuis dans notre histoire. La démonstration complète arriva dans la nuit entre le 9 et le 10 mars 1945. Plus de 300 B-29 volèrent au-dessus de Tokyo à des altitudes de seulement de 1500 à 2700 mètres, chacun chargé de rien d'autre que des incendiaires. Ils posèrent leurs bombes en un grand X à travers le quartier Shitamachi, puis le flux d'aéronefs se déploya pour couvrir le reste de la ville. Ce qui suivit fut le raid aérien le plus meurtrier de l'histoire. En quelques heures seulement, une zone d'environ 41 km² fut réduite en cendres. Plus de 90 000 personnes furent tuées. 1 million furent laissés sans abri et plus d'1/4 de million de bâtiments furent détruits. Nous ne pouvons même pas commencer à décrire la scène au sol sans que cette vidéo soit supprimée de YouTube, mais nous pouvons dire ceci. Les gens sautaient dans les canaux et réservoirs remplis d'eau pour se sauver des flammes. Mais l'eau elle-même commençait à bouillir à cause de la chaleur immense. Vous pouvez laisser le reste à votre imagination. Cependant, Tokyo n'était que le début. Dans les mois qui suivirent, ville après ville fut soumise au même traitement. Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama et des dizaines d'autres furent brûlées à tour de rôle. En août, 66 villes japonaises avaient été frappées et environ 40% de la zone urbaine du Japon avait été détruite. Des millions furent laissés sans abri et le bilan civil était au-delà de toute compréhension. La justification à l'époque était que la production de guerre du Japon était dispersée dans d'innombrables petits ateliers nichés à l'intérieur de ces villes. Détruire les villes et vous détruisez la capacité de fabriquer des armes. Cela semblait juste jusqu'à ce que vous pensiez aux gens ordinaires vivant là-bas avec leurs familles et enfants qui n'avaient rien à voir avec la guerre en cours. Rien que dans la nuit du 9 mars, plus de civils moururent à Tokyo que dans Hiroshima ou Nagasaki. Et pourtant, ce n'était toujours pas l'acte final de la campagne du B-29. Et avant les bombes atomiques, comme l'apogée de la folie de la Seconde Guerre mondiale, nous avons un autre point sombre à couvrir. C'est l'histoire de ce qui est arrivé aux équipages qui ne sont jamais revenus. Les hommes qui parachutèrent au Japon ou en mer et se retrouvèrent prisonniers en 1945. Leur sort était un genre différent de ténèbres. Un B-29 pouvait être abattu par la DCA, par des chasseurs ou par ses propres moteurs défaillants. Et quand cela arrivait, l'équipage n'avait que deux choix. Il pouvait amérir dans l'océan ou sauter en parachute au-dessus du territoire ennemi. Aucune option ne promettait la survie, mais il devait essayer. Si vous alliez dans la mer, l'entraînement et l'équipement vous donnaient une chance. Chaque homme portait un radeau pour une personne, un miroir, un marqueur de colorant et une petite radio d'urgence. Des sous-marins rôdaient près des zones cibles, attendant de récupérer les survivants, et des hydravions pouvaient foncer quand la météo le permettait. Parfois, ça marchait et un équipage était de retour à la maison le lendemain matin. Mais d'autres fois, les tempêtes arrivaient, la mer était trop agitée ou les hommes dérivaient trop près du Japon. Dans ces cas, le sauvetage ne venait jamais. Et si vous atterrissiez au Japon même, eh bien vous étiez foutu à tant de niveaux que peut-être la meilleure option était de mourir dans le crash. Les aviateurs capturés n'étaient pas traités comme des prisonniers de guerre réguliers. La loi japonaise les marquait comme criminels de guerre à cause de la campagne de bombardement. Donc les interrogatoires et punitions étaient tels que nous ne pouvons pas les décrire sur YouTube. Certains furent enfermés dans les prisons de ville et devinez ce qui leur arriva pendant les bombardements incendiaires. Vous imaginez ça? Être tué par les bombes de vos collègues équipages de bombardiers. D'autres furent emmenés dans des endroits où des choses vraiment dérangeantes se produisirent, allant jusqu'au cannibalisme. À Kyushu, les membres d'équipage de B-29 abattus devinrent sujets d'expériences médicales. Nous ne les décrirons pas ici, et honnêtement, nous ne vous recommanderions pas d'aller chercher ça sur Internet, mais la cruauté atteignit un niveau que les mots peuvent à peine décrire. Après la guerre, il y eut des procès, et certaines des personnes responsables furent condamnées, mais la plupart n'affrontèrent jamais la justice, tout comme personne n'affronta de justice pour les bombardements incendiaires et les bombes nucléaires. Maintenant, vous connaissez déjà l'histoire des bombes atomiques. Hiroshima et Nagasaki sont des noms que tout le monde a entendus.
Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Parmi les morts se trouvèrent des prisonniers alliés qui avaient survécu à être abattus, seulement pour être tués quand les bombes détonèrent au-dessus de leur tête. Les bombardiers eux-mêmes étaient des B-29, spécialement modifiés pour la mission. Leurs tourelles furent démontées pour économiser du poids, les soutes à bombes reconstruites et les cellules retravaillées pour qu'ils puissent transporter un seul dispositif massif. Un vola à Hiroshima le 6 août. Un autre se détourna de Kokura vers Nagasaki 3 jours plus tard. Les victimes étaient stupéfiantes. Des dizaines de milliers moururent instantanément et beaucoup plus dans les semaines qui suivirent, alors que la maladie des radiations se propageait, faisant que la mort instantanée dans l'explosion semblait une issue plus facile. Et voici le détail le plus sombre. Ces 2 bombes n'étaient pas la fin du plan. Une 3e était déjà préparée avec d'autres à suivre si le Japon n'avait pas capitulé, ce qui heureusement pour toute la planète n'arriva pas. Même après la guerre, l'histoire du B-29 avec les armes nucléaires n'était pas terminée. En 1946, pendant l'opération Crossroads à l'atoll de Bikini, l'un d'eux largua un autre dispositif atomique. La seconde explosion déclenchée sous l'eau recouvrit des navires de guerre entiers de retombées radioactives. Les équipages essayèrent de les nettoyer, mais la contamination s'accrochait à l'acier et à la peinture. À la fin, beaucoup de ces navires durent être sabordés parce que personne n'osait les utiliser à nouveau. Et ce n'est que l'information publiquement révélée. On peut seulement se demander quoi d'autre s'est passé qui est encore gardé secret. Pour le B-29, cependant, la fin de la Seconde Guerre mondiale ne signifiait pas la fin de son service parce qu'ensuite vint la Corée. Au début, la superforteresse semblait s'adapter à son ancien rôle, bombarder des ponts, des gares de triage et des usines. Mais les cieux avaient changé et les jets MiG-15 de construction soviétique étaient quelque chose de nouveau. Plus rapides et lourdement armés, bien au-delà de ce qu'un bombardier à piston pouvait gérer. Les missions de jour se transformèrent en massacres, et après un raid particulièrement coûteux en octobre 1951, l'ordre fut donné qu'il n'y aurait plus d'attaque de jour. À partir de là, les B-29 volèrent rarement, et s'ils le faisaient, ils volaient à la nuit, bas et dans le noir, tandis que les jets portaient à la guerre en plein jour. L'ère de la superforteresse était terminée. Et comme ça, le bombardier qui porta jadis les coups les plus lourds de l'Amérique s'effaça dans l'histoire, laissant derrière lui un héritage rempli d'exemples de à quel point notre espèce peut être malade dans ses moments les plus sombres.